Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Street TV. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Monsieur Pierre Nanema. Il est titulaire d'un Master S Sciences en radio électronique de navigation aérienne obtenu à Kiev en Ukraine. Plus précisément à l'Université nationale d'aviation civile où il a passé 7 ans pour obtenir ce diplôme. Et dans l'euphorie du débat entre pro-russes et pro-français, entre les sceptiques, les hommes et les femmes de bonne foi, nous avons voulu dans ce mêlé-mêlé recevoir M. Nanema pour en parler dans votre émission Monde politique qui se veut une tribune pour en savoir davantage sur la Russie, de cette affaire de nazisme et de ce que le Burkina, un pays comme le Burkina peut gagner avec la Russie. Monsieur Nanema, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Monsieur Bougma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous avez passé 7 ans à Kiev dans le cadre de vos études de 1988 à 1995. Aujourd'hui, vous êtes rentré au Burkina Faso. J'ai dit que vous êtes titulaire d'un Master S Sciences en radio électronique de navigation aérienne. Alors, c'était l'histoire d'une présence en Ukraine. Vous êtes allé étudier là-bas 7 ans durant. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de ce voyage? Comment est-ce que les choses se sont passées pour que vous vous retrouviez en Ukraine, plus précisément à Kiev? Oui, effectivement, l'histoire, ça a commencé par une bourse. C'est-à-dire qu'il y avait toute une longue liste de bourses qui avait été proposée en 1988, en début d'année 88, par la direction des orientations de bourses. Alors, donc, il fallait choisir la spécialisation qui vous convenait. Et ensuite, il fallait maintenant avoir le bac. Donc, c'était sous réserve du bac pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Et donc, nous étions nombreux. Moi, j'ai postulé pour la partie aviation, donc précisément équipement et appareillage électrique des avions. Nous étions 2, parce qu'il y avait d'autres personnes avant nous qui étaient déjà parties. Mais bon, nous, on a profité effectivement de cette année-là et on avait choisi cette spécialisation. Et donc, après le bac, parce que rappelons que moi j'ai fait un bac E au lycée technique de Ouaga, donc en 88. Et donc, après le bac, on a obtenu la bourse et nous sommes partis en septembre 88. Et ces études vous ouvrent à quoi exactement? Alors, ces études, normalement, devraient me permettre de travailler dans le monde de l'aéronautique, donc Air Burkina, Air Afrique, UTA, son temps, ainsi de suite. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça devait être. Mais la chance que nous avions eue en son temps, c'est que j'ai eu de grands professeurs à Kiev qui d'ailleurs m'avaient conseillé, ils m'ont dit clairement, la formation qu'on te donne ne te cambre pas uniquement sur l'aéronautique. Tu pourras être compétent dans tous les domaines possibles. Donc ne t'en fais pas, c'est une formation très complète. Et donc quand on est arrivé, voilà, ça s'est passé comme ça. Chacun est parti de son côté. Alors, vous avez étudié navigation aérienne, ça veut dire quoi? Ça fait de vous des pilotes ou des maintenanciers ou bien quoi au niveau de l'aviation? Ça fait de nous des agents d'équipage au sol. Et aussi pour certains avions, parce qu'il y a plusieurs catégories d'avions. Donc pour certains avions, on devait être ce qu'on appelle des radios de bord, c'est-à-dire des ingénieurs radio de bord. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des avions jusqu'aujourd'hui qui permettent des mécaniciens de bord ou des ingénieurs radio de bord. Voilà, donc on pouvait être utilisé comme dans le cockpit, mais les avions aujourd'hui qui ont aujourd'hui généralement 2 pilotes, les mécaniciens de bord ne sont plus permis, donc on revient à la mécanique au sol. D'accord. Mais quand vous êtes revenu au Burkina Faso, quel usage avez-vous fait de ce master-là dans un domaine comme l'aviation, la navigation aérienne? Bon, quand on est arrivé au Burkina, je dirais que c'était le sauve qui peut. Ah oui? Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons été confrontés déjà à 2 problèmes. 2 problèmes? 2 problèmes. Le premier, c'était d'abord le PAS, le programme d'ajustement structurel, qui frappait de plein fouet à cette époque-là. Donc du coup, on nous a dit, l'État n'embauche pas. Donc, on vous demande de vous débrouiller. C'était la première chose. Et le deuxième point, c'était d'abord la reconnaissance du diplôme. Parce que la plupart de ceux qui avaient étudié en son temps, comme nous sommes rentrés avec un master et sciences. Et le master en ce moment n'existait pas au Burkina. Donc en 1995, il n'y avait pas de master au Burkina.
Donc ça n'existait même pas dans le système éducatif, ni dans le système français. Mais les Russes étaient déjà dans le système anglophone. Parce que contrairement à ce que les gens parlent, l'URSS était déjà avec le système anglophone, où déjà aux États-Unis vous avez des masters, au Canada, en Angleterre, mais pas dans le système français. Le système français c'est bien plus tard, dans les années 2002, 2003, 2000, enfin 2000 on dirait. Voilà, un truc comme ça. Donc ce qui fait que nous avons rencontré deux problèmes majeurs. Donc compte tenu de la non-reconnaissance du diplôme, c'était difficile pour vous d'avoir un emploi sur place? Non, c'est pas qu'on ne reconnaissait pas le diplôme. Le diplôme était dégradé. Parce que le master n'avait pas d'équivalence. Donc, avec le diplôme qui existait ici, il n'y avait pas d'équivalence. Voilà, donc du coup on me disait carrément vous êtes des ingénieurs. Donc on était considérés comme ceux qui ont eu des ingénieurs, parce qu'ils ont eu les ingénieurs d'État. Parce qu'il faut dire que dans le système éducatif au Burkina, et même dans la sous-région, vous avez la licence, ingénieur de travaux, 3 ans. 3 ans je crois, oui c'est ça, ingénieur de travaux. Et ensuite vous avez ingénieur d'État, c'était 4 ans. Mais en Ukraine, moi j'ai fait 6 ans. Donc j'ai fait 4 ans, plus une année, plus une année. Voilà, donc quand on est arrivé, on a dit non, vous êtes des ingénieurs d'État. Mais malgré tout, l'État n'a pas pu vous trouver un emploi. Mais pourtant, c'est une bourse qui a été octroyée naturellement par l'Ukraine, c'est vrai. Oui. Mais c'est l'État. Oui, on avait même signé un engagement décennal. Engagement décennal qui dit qu'il faut venir travailler pour ton pays pendant 10 ans. Donc ça dit que si vous finissez le diplôme, vous êtes tenu de venir travailler pendant 10 ans. En son temps, c'était ça, oui. Oui, c'est ça, un engagement décennal qu'il fallait signer. Nous avions signé, nous sommes rentrés. Et après, on nous a balancé un papier pour nous dire que c'était le pass. Et je me souviens d'ailleurs, une anecdote, je me souviens, quand je suis rentré, je suis allé à la DLJ, à la Direction Générale de l'Informatique. Et j'ai rencontré un certain Tankwano, qui était le directeur de la DLJ, et qui m'a reçu dans son bureau. Et quand j'ai commencé à lui parler d'emploi, qu'est-ce que je devais faire, ben, il a juste tiré son tiroir, il m'a sorti une feuille et il m'a dit de lire que c'est le pass et que l'État ne pouvait pas embaucher. Ben, depuis que j'ai quitté le bureau et depuis que j'ai quitté cet endroit, je n'ai plus jamais postulé quoi que ce soit, je n'ai parlé à personne au niveau de l'État. Mais vous n'avez pas été tenté de retourner? Vous dites? Vous n'avez pas été tenté de retourner là-bas, puisque là-bas peut-être que vous alliez avoir du boulot, même si c'est un engagement décennal qui pèse sur vous. Retourner en Russie? Oui. Non, c'est pas possible, parce que les Russes, d'abord les Russes, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les Russes disent, on vous a formé pour venir développer votre pays. C'est pas pour venir rester chez nous. Donc vous avez fini les études, vous rentrez. Mais certains sont restés dans la clandestinité avant de trouver peut-être des femmes, des choses, et puis sont mariés, ils sont restés, qui sont devenus Russes aujourd'hui. Mais nous qui sommes rentrés, tu ne pouvais pas repartir. Sous quel papier? Les Russes ne vont pas te donner de papier. Parce que chez eux, tout est déjà bien clair. Hein. On t'a envoyé te former, c'est pour venir développer ton pays, donc tu vas développer ton pays, tout simplement. Monde politique débute aujourd'hui avec M. Pierre Nanema, spécialiste de la Russie. Alors nous parlons effectivement de votre présence. Là, vous êtes arrivé là-bas, vous avez appris la langue. Il y a aussi l'expérience russe en matière d'apprentissage et de formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'expérience russe en matière de formation, il faut dire que les Russes sont très très expérimentés en matière de formation. Je me souviens quand j'allais en Russie, en URSS en son temps, et nous avons été affectés à Kiev. Et je me souviens mon premier cours de russe, j'ai pleuré. Ah oui? Oui, j'ai coulé des larmes très chaudes. Tout simplement parce que je ne me retrouvais pas. Et compte tenu aussi du fait qu'on a beaucoup entendu parler de la Russie, c'était pas bien, ainsi de suite. Du coup, ça m'a vraiment marqué de façon très négative. Et j'ai même demandé à mon professeur de russe de tout faire pour que je retourne au Burkina, parce que moi, j'avais déjà une inscription à Thiès, à l'université de Thiès, pour faire génie électrique. Et d'ailleurs, même quand j'étais là-bas, j'ai reçu une lettre même de Thiès qui demandait à ce que si j'allais revenir étudier là-bas ou pas. Et moi, j'étais déjà chaud pour repartir à Thiès. Ce qui m'a fait déjà couler les larmes, c'était le premier cours de russe, où on me montrait une photo, et puis on me dit, tu vois la photo là, ça c'est papa,
ça c'est maman. Et je me suis dit non, si je suis venu ici pour apprendre étape, ça c'est papa, ça c'est maman. Vous êtes apprendre la lecture. C'est pas ça, c'est pas ça. La dame, je me rappelle très bien son nom parce qu'elle était comme une maman pour nous tous, hein. Beaucoup, tous ceux qui ont étudié en Russie, j'étais très bien coaché. Et moi j'étais très bien coaché par cette dame. Je ne peux pas oublier son nom, Marina Pavlovna. Elle s'est vraiment occupée de moi. Chaque fois elle était à côté de moi pour ne pas que je craque. Et puis j'ai commencé par aimer tout doucement parce que j'ai vu que c'était le système. Il fallait commencer par ça c'est papa, ça c'est maman. Mais après je me suis rendu compte qu'en 8 mois, on allait faire du CP1 jusqu'en terminale. En 8 mois. Dans la langue russe. Dans la langue russe. Oui. Du CP1 en 8 mois. Oui, en 8 mois. Donc ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est CP1. Mais à la fin, on était dans les intégrales multiples, machin, tout ça. On apprenait même des choses qu'on n'a même pas appris au Burkina. Donc du coup, ça commençait à devenir autre chose. Et c'est ça en fait l'enseignement en Russie, ils avaient vraiment beaucoup. Et puis on avait les magnétophones qui nous apprenaient à mieux nous exprimer. Et donc moi je pense qu'ils avaient vraiment une très bonne technique parce qu'au bout de 6 mois déjà on parlait déjà russe avec des fautes. Mais au bout de 9 mois, 10 mois, c'est fini. On était déjà bien calé et ça suffisait déjà pour aller à l'université. Pour réellement aller faire ce pourquoi vous étiez allé. Exactement. Pourquoi vous avez fait d'ailleurs le choix de la Russie? Bon, mon choix de la Russie, il faut dire que j'avais déjà un grand frère un oncle qui était déjà là-bas, qui étudiait déjà là-bas. Et je voyais qu'il ne se plaignait pas, il trouvait déjà là-bas très bien. Donc ça m'encourageait en fait de déposer mon dossier pour aller en Russie tout simplement. Voilà. Donc c'est de là que le déclic est parti. C'est de là que le déclic est parti. D'accord. Vous avez étudié à Kiev. Aujourd'hui on parle de la guerre russo-ukrainienne. C'est sûr que vous avez peut-être des connaissances là-bas. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elles disent ces connaissances-là? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui en Ukraine, j'ai déjà contacté deux personnes déjà. Il faut dire que j'ai une famille déjà adoptive avec qui déjà j'étais là-bas en Ukraine tout le temps. Et même quand la guerre a déclenché, j'ai même appelé pour savoir comment ils allaient. Ils étaient déjà dans les caves, dans les caveaux pour se protéger. Et récemment, il n'y a même pas un mois, on a appelé une autre personne qui vit même à Kiev. Et donc voilà, et donc c'est la loi martiale là-bas. Et donc du coup, chacun parle et se méfie. Voilà, donc... On peut pas en dire davantage. Non, je ne peux pas dire davantage. Non, j'ai dit là-bas, il ne peut pas parler comme vous dites que c'est sous. Oui, mais oui, par exemple, l'autre, quand le dernier là, lui c'est un Burkinabé qui vit là-bas, on l'a appelé. Et lui, il a dit que ça va, il n'y a pas de souci, Kiev est bien protégé, il n'y a pas de problème. Voilà, lui, il a su que les Russes ne peuvent pas venir à Kiev, c'est pas possible. Voilà, il y a l'OTAN qui le protège, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc lui il dit ça. Bon, moi je suis ici, je ne vois pas les choses de la même manière. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Vous êtes bien à l'émission Monde Politique. Nous allons parler maintenant de la crise russo-ukrainienne. Quand la crise a commencé, alors il a été question que c'est pour déloger des nazis, si c'est Kiev qui est visé. Alors comment est-ce que vous avez appris cette guerre? Et comment est-ce que vous l'avez appris? Bon, moi la guerre, d'abord je ne croyais même pas que la guerre allait être possible. Parce qu'en 2014, quand il y a eu le coup d'État en Ukraine, mon ami personnel, je parle bien de lui, je suis affilié, je suis ami à une famille, et ce monsieur-là, je l'ai appelé, on a échangé et il m'a dit qu'il y aura la guerre. Je lui ai dit non, la Russie et l'Ukraine sont des pays frères, il n'y aura pas de guerre, moi je ne crois pas du tout. Et je lui ai dit ça, il a dit tu verras, j'ai dit non, il n'y aura pas de guerre. Et moi, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez bien vous entendre avec vos frères russes parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'il faut dire que cette guerre-là, même, ça me travaille parce que moi, j'ai fait 7 ans à Kiev. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Et il y avait du tout, je m'y plaisais bien. Voilà, donc c'est comme si c'était mon deuxième pays qui était en guerre. Donc du coup, cette guerre-là me touche énormément. Oui, mais la guerre a bien éclaté. On parle de néo-nazis. Est-ce que c'est vrai? Bon, cette histoire des néo-nazis, pour dire vrai, il y a des néo-nazis en Ukraine. C'est pas moi qui le dis, hein. Je ne le dis pas personnellement, je ne l'invente pas. Parce que tout simplement, quand vous allez sur YouTube, que vous tapez néo-nazisme, Ukraine et même Canada,
Vous voyez, sur YouTube, on vous montre des vidéos du néo-nazisme sur YouTube. C'est pas moi qui le dis. Voilà, donc, et puis quand les Russes, souvent je vois des vidéos, les Russes arrêtent des gens à Mariupol. Vous avez vu comment ils ont pris Mariupol. Il y avait des gens qui étaient tatoués sur tout leur corps. On voit les insignes néo-nazis. Voilà, donc dire que le néo-nazisme n'existe pas, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui explique cela? Bon, la présence de ces néo-nazis en Ukraine. Bon, il faut repartir dans l'histoire. Hein. Il faut repartir dans l'histoire. Parce que l'Ukraine, il faut dire l'Ukraine, c'est un pays composé. Ok. C'est ça que les gens doivent comprendre. L'Ukraine, c'est un pays composé. L'Ukraine d'avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avant 1920, et l'Ukraine après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, c'est pas la même Ukraine. Parce que après la Seconde Guerre, il faut dire que l'Ukraine a eu des territoires qui ont été rattachés au fur et à mesure. Donc vous avez la Pologne, une partie de la Pologne qui a été rattachée à l'Ukraine, je pense, dans les années 20. Ensuite, vous avez, non, je pense 20 ou 39, un truc comme ça, dans tous les cas, ça s'est rattaché. Ensuite, vous avez la Tchécoslovaquie qui s'est rattachée à l'Ukraine, toujours on est à l'Est. Hein. Vous avez même la Roumanie, une partie qui est rattachée à l'Ukraine. Vous avez une bonne partie, il y a aussi, je pense, si vous allez sur la carte, vous allez voir que même la Moldavie, il y a aussi une partie. Donc l'Ukraine, c'est un cosmopolite. Et quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà ceux qui étaient rattachés déjà à l'Ukraine, la partie polonaise. Ben, cette partie-là, il y a des gens qui étaient des Polonais, qui vivaient en Ukraine, si vous comprenez. Oui. Donc ces gens-là se sentent toujours polonais. Ils ne sont pas les pro-russes du Donbass que les gens connaissent. Eux, c'est des Polonais. Donc du coup, ils ont commencé déjà à vouloir leur indépendance. Alors que la Pologne était dans le giron allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas tout à fait aussi, parce que la Pologne était occupée. Oui. C'est quand on a attaqué la Pologne que l'Angleterre et tout ça sont rentrés en guerre. Hein. C'est ça. Voilà, donc... mais ceux qui étaient déjà dans l'Ukraine voulaient leur indépendance. Donc quand les Allemands sont arrivés, je ne dirais pas les Allemands, quand je dirais quand les nazis sont arrivés, ben, cette partie qui cherche l'indépendance a collaboré avec les nazis. Avec les nazis. Donc il y a des bases solides là. Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelle, je crois, c'est l'armée de libération de l'Ukraine, ou bien l'armée... il y avait une armée qui était déjà composée, qui a travaillé sous le commandement de la Wehrmacht. Vous comprenez, sous le commandement nazi, dans les années 41. Alors que la Russie, l'URSS a été attaqué, je crois, c'était le 21 juin 41. Donc dès 1941 déjà, ils étaient déjà en train de collaborer, et jusqu'en 1942, où ils ont commencé même carrément à demander leur indépendance au sein de l'Ukraine. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois pas. Voilà, donc l'origine c'est depuis là-bas. Hein. L'Ukraine, donc vous avez ceux qui sont à l'Est, qui ne sont pas la même chose que ceux qui sont à l'Ouest. Ceux qui sont à l'Est sont des pro-russes, et ceux qui sont à l'Ouest, ben, c'est des pro-occidentaux, pro-polonais. Donc c'est pas étonnant qu'un jour, vous voyez l'Ukraine découpée en Pologne, Tchécoslovaquie, ainsi de suite. Ça risque d'arriver? Mais bien sûr, c'est possible, puisque chacun cherche son territoire. Si nous comprenons bien cette zone dont vous parlez, a des velléités et on appelle ça séparation. Il n'y a rien qui est impossible. Voilà. Il n'y a rien qui est impossible. Mais pourquoi ce sont ces pro-nazis que la Russie a visés dans cette opération militaire? Non, pas que la Russie a visé des pro-nazis. Parce que vous savez, les Russes sont très sensibles au nazisme. Les Russes sont très très sensibles. Vous vous souvenez quand on était encore tout petit, on dit si tu portes la croix gammée, que tu montres ça à un blanc, il est capable de te gifler. Moi j'étais petit, on nous a tous dit ça à l'école. Voilà. Et donc quand on voyait un blanc qui marchait, on dessinait, on venait pressé de dessiner une croix gammée pour montrer, pour voir comment il allait réagir. Et donc les Russes c'est pire. Les Russes c'est pire. Attendez, la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 20 millions de personnes, je ne dirais pas de Russes, mais de l'URSS, qui sont morts.
Plus de 20 millions. Quand on dit que la Seconde Guerre mondiale a tué près de 40 millions de personnes, ben vous comptez déjà la moitié, ce sont ces gens de l'URSS. Donc du coup, les Russes, aujourd'hui même, se posent la question, est-ce que la Seconde Guerre mondiale n'était même pas dirigée contre eux? Puisque c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. Et le problème du nazisme, aujourd'hui les gens disent ça existe, ça n'existe pas. Mais déjà, il faut reconnaître, est-ce que les gens reconnaissent d'abord le nazisme même à l'ONU? Voilà un vrai problème. Même à l'ONU, quand les Russes envoient le sujet pour ceux qui supportent le nazisme, mais les gens ne votent pas. Les grands pays ne votent pas. Ils ne votent pas pour condamner le nazisme. Ils n'ont jamais voté. L'année dernière, en 2022, on a demandé de voter. Les grandes puissances n'ont pas voté. Pourtant, dans les livres d'histoire, on lit bien que le nazisme c'est mauvais. On a tous appris ça, mais pourquoi ils ne votent pas? Pourquoi ils ne votent pas pour condamner? Voilà le problème. Donc aujourd'hui, dire que ça existe, ça n'existe pas, est-ce que ça arrange certaines personnes? Moi, je ne pense pas. Peut-être que ça n'arrange pas d'autres personnes. Si ça arrangeait, tout le monde allait voter pour. Mais pourquoi il y a des pays qui ne votent pas? D'accord, mais on se rappelle qu'au début de l'opération, Kiev a été visé. On avait également vu cette longue colonne de l'armée russe au port de Kiev, mais qui n'est pas rentrée. Donc, est-ce que qui a visé à prendre la capitale, mais finalement, les opérations se sont jouées sur d'autres théâtres, même si après il y a eu encore d'autres opérations. Pourquoi est-ce que la Russie n'est pas arrivée à prendre Kiev? Moi, depuis le début, je n'ai jamais cru que les Russes étaient vraiment en train de vouloir prendre Kiev. Moi, je n'ai jamais cru. Ah oui? Non, parce que j'ai un ami qui m'a appelé le un matin pour me dire que la guerre avait déclenché. Pourtant, moi, j'avais déjà dit que la guerre n'allait jamais avoir lieu. Je ne croyais même pas à cette guerre. Et puis, je lui ai demandé, j'ai dit non, c'est pas possible. Il me dit oui, c'est possible. Que Kiev a été attaqué. J'ai dit c'est pas possible. Il insiste. Il me dit mais c'est à la télé, tu peux aller voir à la télé. Quand je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai vu effectivement qu'il y avait des colonnes qui partaient à Kiev. Moi je l'ai rappelé pour lui dire oui c'est vrai, mais je pense que c'est un leurre. Les Russes ne sont pas aussi idiots pour aller prendre Kiev de la sorte. Donc c'était un leurre de vouloir aller à Kiev. Oui, pour moi Kiev c'est un leurre parce que Kiev c'est une grande ville. Hein. Kiev c'est, quand j'étais à Kiev, c'est 3 millions d'habitants. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Voilà, avec des trous de métro. Au Kiev en son temps, il avait au moins 2 ou 3 lignes de métro. C'est pas une petite ville, on ne peut pas prendre ça comme ça, avec une petite colonne de la sorte. Moi, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je pense plutôt que c'est pour figer l'armée ukrainienne à Kiev, pour pouvoir attaquer le sud. C'était déjà très clair. Pour moi, c'était clair. Hein. Ce n'était pas Kiev qu'il voulait. Kiev sera peut-être prise, mais pas de cette façon. Peut-être une capitulation ou autre chose, mais pas venir... Déjà, on a une petite ville, même déjà Kharkov, qui est la deuxième ville de l'Ukraine. Depuis, ça pétine là-bas, on ne peut pas prendre. Je pense plutôt qu'ils vont contourner, qu'ils vont prendre ça en encerclement. Mais sinon, on ne peut pas prendre une grande ville comme ça. Je ne crois pas. Je ne pense pas que les Russes... Pourquoi ils ont visé Kiev? Non, peut-être qu'ils voulaient un renversement de situation au niveau sur le plan politique. Sur le plan politique, peut-être. Et puis aussi figer une bonne partie des militaires pour qu'ils ne se déversent pas vers le sud, puisqu'ils étaient en train de vouloir reprendre le sud. Oui. Voilà, donc il ne fallait pas qu'il y ait une grande résistance. Donc dans les techniques de l'armée, je pense que c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des leurres. Donc c'est ce leurre qui leur a permis d'avoir le Donbass. En tout cas, ça les a permis de beaucoup avancer. D'accord. Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision True TV, c'est avec M. Pierre Nanema. Nous parlons de la guerre russo-ukrainienne, une guerre au cœur des enjeux du monde actuel. Alors, de néo-nazis, de mythes, et comme on appelle ça, mais il y a aussi l'impact de cette guerre-là sur le reste du monde. L'Europe est impactée à travers les produits pétroliers, le gaz et tous les combustibles. Il y a aussi les autres États aussi qui sont impactés. Il y a cette guerre économique également qui se joue en arrière-plan. Alors, à quand la fin de cette guerre? Est-ce que c'est prêt de finir? Moi, je ne pense pas que cette guerre soit prête à finir tout de suite tant que les autres, les Occidentaux aussi ne vont pas décider de finir cette guerre. Et les Russes aussi sont prêts aussi pour que la guerre dure aussi éternellement. Voilà, donc ils vont s'observer comme ça, ils vont essayer d'avancer tout doucement. Moi, je pense plutôt que la Russie cherche à grignoter l'Ukraine. De la même manière, quand on veut, de la même manière que les loups assomment leur proie,
mais tu grignotes petit à petit jusqu'à ce que l'animal... Mais est-ce que ça ne sent pas l'essoufflement côté russe? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ah bon? Non. Je pense que les Russes ont adopté une technique de guerre d'usure. Les Russes sont très forts dans les guerres d'usure. Ils sont très très forts dans les guerres d'usure. Si vous regardez pendant la Seconde Guerre mondiale la bataille de Stalingrad, vous vous rendez compte qu'ils sont très très forts dans la guerre d'usure. Ils sont très forts, ils sont très résilients. La bataille de Stalingrad, c'est une vidéo, il faut suivre ça, vous allez voir. Ils sont très résilients et ils le disent clairement. Dans la vidéo même, c'est bien dit. Il y a une phrase qui est très importante, qui a été dite en russe, qui veut dire, quand le russe te dit « Nada izmatavat prativnika », ça veut dire qu'il faut émousser l'adversaire. Donc les Russes ont essayé d'émousser l'armée hitlérienne à Stalingrad, qui est aujourd'hui devenue Volgograd. Donc ils sont très forts dans les guerres d'usure. Ne pensez pas qu'ils sont essoufflés. Les Russes ne se soufflent jamais. Oui, mais vous dites que les Russes ne se soufflent jamais, mais l'Ukraine n'est pas seule, parce qu'il y a aussi les pays européens qui apportent la logistique des armes. La vérité, c'est ça. Vous avez parlé tout tantôt, vous avez parlé des conséquences de cette guerre sur l'Europe, sur les autres parties du monde, c'est ça. Ben, vous savez, la particularité des Russes, c'est qu'ils sont respectueux. Ils sont patients, ils sont jamais pressés. Et ce qu'ils ont envie de faire, ils vont faire. C'est ça aussi le Russe. En fait, c'est un peuple qu'il faut connaître. Quand tu connais le peuple, tu sais tout de suite ce qu'ils vont faire. Oui, mais les Ukrainiens sont également des Russes, donc c'est la même mentalité. Non, parce que les Ukrainiens, c'est comme ce que j'ai dit. Les Ukrainiens, c'est différent. C'est une cosmopolite de pays. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est pas les mêmes. C'est pas des pro-russes, ce ne sont pas des pro-russes, c'est des gens je dirais, de la Pologne en fait. C'est des gens de l'Ouest, pardon. Et dont la capitale c'est Lvov. Parce que là, quand vous me parlez du nazisme là, vous savez, en 1941, celui qui s'est révolté, qui a demandé l'indépendance de l'Ukraine sous l'URSS en son temps, ben, il s'appelait, je crois, c'est un Stepan Bandera, qui était le chef de l'armée de libération, qui a travaillé sous l'armée hitlérienne. Voilà, donc les Russes le reconnaissent aujourd'hui comme un nazi. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ben, ils ne font que louer les travaux et l'héroïsme de ce monsieur-là. Et les Russes ne comprennent pas comment quelqu'un qui a travaillé sous le commandement nazi, on peut le louer. Si ce ne sont que des nazis qui sont là pour essayer de perpétuer les œuvres nazies que eux-mêmes ils ont connues en 1941-42. Voilà. Et donc les Russes, ils le savent. Mais comme c'est un peuple qui, en général, ne parle pas, est-ce que vous les entendez parler depuis des années? Nous qui sommes au Burkina, on ne les entend pas. Nous avions dit, quand nous sommes rentrés en 1995, que le russe n'est pas fini. Ben, ceux qui étaient là en son temps nous ont dit le russe est fini, parce que le RSS est tombé, pour eux c'est mort. Nous on a dit non, les Russes vont revenir. Nous on disait aux gens qu'ils vont revenir. Ah oui. Depuis des années, déjà 95, on a dit qu'ils vont revenir, parce qu'on connaît c'est un peuple très résilient. Ils sont capables de boire leur honte. Voilà, c'est un peu plus bizarre. Ils peuvent boire leur honte, se refaire et revenir. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement. Oui, et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai reçu mon billet d'avion pour rentrer au Burkina. Je pense que je suis rentré par Air France. C'est les Russes qui ont acheté le billet. Parce qu'ils avaient déjà promis, ils avaient déjà donné leur parole, que c'est eux qui allaient nous renvoyer, qui nous amener en Russie, et c'est eux qui vont nous ramener au Burkina. Et donc, à la fin des études, dès que tu avais ton diplôme, tu avais tout faxé, c'est parti, on t'envoie ton billet économique, Air France, avec la possibilité même d'envoyer des bagages. Voilà. Donc, ils ont tenu les paroles. Nous sommes rentrés normalement. C'est pas le Burkina qui a payé notre billet pour le retour, c'est les Russes qui ont payé les billets pour le retour. Comme ils ont pris l'héritage de l'Union soviétique, ben, ils ont tenu parole. De la même manière aussi, quand il y a eu la dislocation, les Russes, ils ont pris la responsabilité de toutes les dettes russes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter, parce que c'est un peuple qui tient parole. Tous les pays qui constituent l'URSS, les Russes ont repris les dettes en charge. Ils n'ont fini de payer ça qu'en 2008.
Ils n'ont jamais demandé 5 francs à aucun pays qui contrôle l'URSS de payer la dette. C'est la Russie qui a payé toute la dette. Et je ne suis pas sûr que si ça arrive dans un pays, dans d'autres pays, ils accepteraient, certains accepteraient de payer toute la dette. Je pense qu'ils vont se partager les dettes. Mais les Russes ont tout accepté, ils ont tout payé. Ils n'ont demandé 5 francs à personne. Et ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Oui, mais aujourd'hui, il y a l'impact de cette guerre sur le monde, d'abord sur l'Europe. Oui, comme je disais, la Russie, c'est un pays qui ne parle pas. Donc, du coup, les gens ne savaient pas. Mais depuis déjà, dans les années 2010, moi, je savais que la Russie était premier exportateur mondial de blé, déjà. Et donc, un pays qui est premier exportateur mondial de blé, qui a pratiquement la première réserve d'or. Vous savez que, je ne dirais pas, je pense qu'en Belgique, ils n'ont pas accepté les sanctions sur l'or, sur le, comment on appelle ça, le commerce de l'or. Pourquoi? Parce que la Russie est un grand fournisseur dans le commerce de l'or à Bruxelles, je pense, en Belgique. Et ils ont fait toutes les sanctions, ils ont omis tout ça. Ça veut dire que la Russie avait déjà des tentacules déjà dans beaucoup de pays. Donc, premier exportateur mondial de blé, c'est important, la nourriture. Et ensuite, ils sont premiers exportateurs de gaz déjà en Europe. Donc, ça veut dire que des gens arrivaient déjà à développer leur économie sur la base déjà des matières premières russes. Parce qu'il faut dire même que le titane, vous connaissez le titane, qui est une matière qui est utilisée un matériau qui est utilisé dans l'aéronautique. La Russie a plus de, je pense que la Russie représentait 30-35% d'exportation de titane, ils s'exportent même jusqu'aux États-Unis. Donc c'est un pays qui avait déjà des assises un peu dans le monde entier. Donc faire des sanctions contre ce pays-là, forcément il y aura des retours de bâton contre vous-même. Mais comme c'était calme, les gens ne le savaient pas. Ben, maintenant que la guerre a éclaté, qu'il y a eu les sanctions, ben, on commence à ressentir qu'il y a quelque chose qui manque par rapport à avant, tout simplement. Oui, mais à côté aussi, il y a la guerre de monnaie, le dollar, le rouble, et puis les Chinois de l'autre côté. Mais, problème de monnaie. Non? Pourquoi? La guerre a aussi un fonds économique. Oui, mais... En plus de l'enchérissement des coûts sur les produits, il y a aussi cette guerre de monnaie qui se joue en arrière-plan. On a réussi à faire en sorte que ces achats se fassent maintenant en rouble, mais pas en dollars. Non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que depuis qu'on était là-bas, jusqu'à avant la guerre en Ukraine, là, tu pouvais ouvrir ton compte en Russie en dollars, en euros. Oui, c'était pas interdit. Pourtant, au Burkina, est-ce qu'on peut ouvrir un compte au Burkina en dollars ou en euros? On ne peut pas. Mais en Russie, c'est possible. Tu peux ouvrir ton compte en dollars ou en euros et tu peux aller retirer aussi à la banque en dollars comme en euros. En fait, quand on parle de démocratie et tout ça, moi je pense que c'était quand même assez libéral. Parce que dans un pays où tu peux tout faire dans n'importe quelle devise, je pense quand même que c'était assez fort. Parce que chez nous, on n'accepte pas. En France, tu ne peux pas aller ouvrir ton compte en dollars ou un truc comme ça facilement. Non, je ne pense pas. Donc je pense quand même que ce n'est pas une question de monnaie. Parce que ceux qui avaient déjà une vision sur la Russie en disant que oui, ils n'ont pas une économie solide, ils n'ont pas ceci. Bon, moi je pense que si l'économie se résume déjà à regarder combien tu as dans ton compte, je pense que c'est une grave erreur. L'économie, c'est pas ce que tu as dans ton compte. L'économie, c'est qu'est-ce que tu possèdes pour vivre sans les autres. Pour moi, c'est ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre également un vrai enlisement de la situation? C'est vrai que vous dites que la Russie fait une guerre d'usure, il y a l'Europe qui soutient également l'Ukraine avec de l'armement et tout. Est-ce qu'il ne faut pas craindre également à un moment donné que la situation s'enlise? Est-ce que vous savez que la Russie peut vivre en autarcie? Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis. La Russie peut vivre en autarcie. Est-ce qu'un pays peut vivre en autarcie? Oui, la Russie est un pays qui peut vivre en autarcie. Ils ont tout chez eux. C'est pas seulement de vivre en autarcie, mais il y a aussi c'est une guerre, parce que l'autre aussi s'arme. Et si à un moment donné, il y a une puissance de feu de l'autre côté qui... D'abord, les chars, on fabrique ça comment? Un char, c'est du fer. Les Russes ont du fer à revendre. Il faut bien fondre le fer. C'est du moulage. Il faut de l'énergie. Les Russes ont de l'énergie à revendre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont reconstitué leur armée à travers ce qu'ils avaient déjà comme matériaux, comme matière première et tout. Ils reviennent à l'ancien temps. Ils peuvent tout faire chez eux. Alors, dans cette guerre, certains parlaient d'opération spéciale, juste pour pouvoir récupérer certains territoires, et puis ça s'arrête là. Mais est-ce que réellement, après le recul, c'était ça vraiment l'objectif visé?
quand on suit l'évolution de la situation? Parce qu'à un moment donné, on a pensé à un accord. Oui, l'accord n'a pas eu lieu. Et puis, voilà, la guerre continue. Mais ce qui est sûr, c'est que les Russes ne vont pas prendre un territoire et puis reculer. Ça, au moins, c'est sûr. Parce que s'ils prennent un territoire et qu'ils reculent, qu'est-ce qui peut que l'ennemi ne va pas reprendre le même territoire et venir contre eux? Donc, ils ne vont pas prendre un territoire et reculer, c'est clair. Donc, un territoire qui sera pris, forcément, ils vont rester. Ça, c'est clair. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est bien, je ne dis pas c'est bien. Je ne dis pas c'est pas bien, c'est pas ce que je dis. Mais je dis seulement s'ils prennent un territoire, je ne suis pas sûr qu'ils vont lâcher. Le monde politique de Watt FM et de Truth TV se poursuit avec notre invité, M. Pierre Nanema. Pierre Nanema qui a passé 7 ans en Ukraine aux études, spécialiste de la Russie. Nous parlons de cette guerre, mais il y a aussi les enjeux, la guerre russo-ukrainienne dans les enjeux du monde. Aujourd'hui, des pays comme le Burkina, un continent comme l'Afrique, il y a d'ailleurs eu le sommet Russie-Afrique, il y a encore ce sommet qui est en préparation, je pense que c'est pour le mois de juillet prochain, que peut gagner l'Afrique ou un pays comme le Burkina Faso avec la Russie dans ce contexte-là. On peut gagner beaucoup. Hein. On peut gagner beaucoup avec la Russie. Ce que vous n'avez pas gagné avec la Russie, c'est l'aide. L'aide financière. Oui, la Russie ne va pas venir nous bombarder d'aide. Ça, il ne faut pas rêver. Non, parce qu'ils ont une logique. Ils ont une logique qui est très simple. Ils ne vont pas prendre l'argent du contribuable russe et nous donner. Parce que quand la Russie vous aide, ils ne vous imposent rien du tout. Donc, ils ne vont pas prendre l'argent du contribuable russe et nous donner à un pays. Par contre, ce que la Russie va faire, c'est de vous accompagner à réussir. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, comment peut se faire cet accompagnement? Mais est-ce que réellement c'est l'aide qui va faire développer un pays? Moi, je pose une question de savoir comment est-ce que la Russie peut aider déjà le fait que le fait qu'on puisse déjà acheter beaucoup de choses en Russie à travers le troc, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. C'était impossible il y a 5 ans. Depuis 3 ans, je crois, c'est possible. Donc, c'est déjà quelque chose. Je vais acheter un hélicoptère, j'ai de l'or, je prends mon or. On dit, bon, l'hélicoptère coûte combien? On dit, l'hélicoptère coûte 3 milliards. Ok, d'accord. Moi, je n'ai pas 3 milliards de francs en CFA, mais je peux te trouver l'équivalent en kilogrammes d'or ou en grammes d'or. Ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Bon, on vous donne l'or, vous nous donnez l'hélico, c'est tout. On veut construire une centrale au Burkina électrique. On dit, bon, ok, est-ce que vous pouvez ceci? On dit oui. Est-ce que vous allez acheter avec ça? Est-ce que vous voulez ce qu'on va vous proposer? Donc, ou on achète avec le CFA, ou l'euro, ou le dollar, ou avec la monnaie qu'on veut. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Ça permet une diversification. Je lisais la dernière fois un article qui disait que le Ghana veut acheter son pétrole en or. Oui. Moi, j'ai lu ça quelque part. Tout à fait. Mais j'ai trouvé que c'est génial. Parce qu'ils veulent faire ça pour éviter la chute de leur monnaie. Oui, puisque voilà, le CIDI, c'est dans une zone de surveillance. Le CIDI est en train de chuter. Et pour bloquer la chute du CIDI, et qu'ils voient que tout ce qui sort à l'extérieur, c'est la monnaie, c'est plutôt les échanges de devises. Ben, si je peux bloquer les échanges de devises avec de l'or directement, ben, ça va bloquer la chute de la monnaie. Puisque c'est une question d'offre et de demande. Plus vous demandez de devises à l'extérieur, ben, plus votre monnaie baisse. Ben, c'est comme ça, si vous n'avez pas suffisamment de réserves monétaires. C'est une logique d'offre et de demande. Et donc là, ça facilite les échanges. Bien sûr que ça facilite les échanges. Il n'y a même pas de souci. Maintenant, il y a les sommets qui se tiennent, sommet Russie-Afrique. Vous dites que l'Afrique peut espérer beaucoup. Est-ce que bon, c'est quand même pas des sommets qui se ressemblent aux autres sommets, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique? Avec la Russie, est-ce que dans le fond, ça peut changer grand-chose? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une communication pour la Russie? D'abord, les Russes n'aiment pas parler pour parler. Les Russes n'aiment pas parler pour parler. Faire un sommet pour faire un sommet. S'il faut faire un sommet pour qu'il n'y ait pas de suite, ils ne font pas de sommet. C'est des gens très pragmatiques. Donc, si ça n'avance pas, c'est que ce n'est pas de leur côté, c'est peut-être de notre côté. Je veux dire du côté de l'Afrique. Mais les Russes, ils ne font pas de sommet pour faire un sommet. Remarquez tous les sommets qui se font. Surtout le sommet des BRICS, le sommet de l'OSCE, ça bouge.
Parce qu'eux, ils ne disent pas pour dire. Quand ils disent, ils font. C'est ça. Oui, effectivement, la Russie est membre du BRICS avec le Brésil, et même de l'OSCE. l'Afrique du Sud, et même de l'OSCE, l'Organisation de la coopération de Shanghai, je crois. Oui, effectivement. On a assisté également au lancement de la banque, de cette banque internationale de développement pour les BRICS, qui s'apparente à une banque mondiale BIS. Que peut, pour un pays comme le Burkina Faso, en termes d'échange, qu'est-ce qu'on peut gagner avec ces pays? Mais les BRICS, c'est pas juste qu'on crée une banque. Ça veut dire que vous pouvez aller demander de l'argent là-bas. Si vous pouvez aller demander de l'argent au FMI, vous pouvez aller demander de l'argent là-bas, vous pouvez aller demander de l'argent partout. S'ils acceptent, bien sûr. Puis c'est ça aussi le problème. Est-ce que les autres acceptent que tu ailles prendre l'argent chez les BRICS? Est-ce que les autres aussi vont accepter que tu ailles prendre l'argent au FMI? De toute façon, eux, ils s'en foutent. Ils sont les derniers arrivés. Donc si vous partez prendre de l'autre côté, c'est pas grave. Mais est-ce que les autres acceptent que tu quittes là-bas pour aller prendre de l'autre côté? Sauf si vous voulez votre souveraineté. Voilà, donc c'est une question de souveraineté. Si tu veux, tu fais. Tu veux pas, bon, tu fais pas. Donc l'avantage, c'est ça. C'est avoir beaucoup de plats à servir. Voilà, je vais dans un buffet, je mange le plat que je veux. Alors qu'avant, je vais à un buffet, il y a un seul plat à manger. Tu veux pas, toi, manger ce plat. Tu n'es pas contente, c'est ce plat que tu manges. C'est pas pareil. Une diversification ça, c'est déjà quelque chose de très important. La diversification, c'est très important. Le monde politique se poursuit avec notre invité, M. Nanema. Maintenant, il y a la question aussi, nous sommes dans une situation sécuritaire très délicate, très difficile d'ailleurs. Il y a les appuis qui sont demandés de part et d'autre. Est-ce que sur le plan militaire, le Mali a lancé cette opération avec les Russes et dit que c'est avec la Russie? Ici, il y en a qui disent que c'est Wagner. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les militaires russes viennent copatrouiller avec nos forces de défense et de sécurité? Est-ce que la Russie fait ça? En fait, quand on parle de Wagner, en général, les gens voient mercenaires. C'est ça. Oui. Quand on parle de Wagner, oui, c'est mercenaire. Oui, selon les dispositions du droit international. C'est pas Wagner qui dérange, c'est le mot mercenaire en fait. Selon leur mode de fonctionnement, oui. Donc c'est pas Wagner qui dérange, parce que Wagner, on peut l'appeler comme on veut, ce sera toujours le même problème, puisqu'à l'intérieur, on parle du mot mercenaire. C'est ça. Mais c'est quoi d'abord un mercenaire? Un mercenaire, selon ce que moi je sais, un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour de l'argent. Sinon, il ne fait pas. Qui vend ses services. Qui vend ses services, sinon il ne fait pas. C'est bien ça. Donc, pour un militaire, on dit c'est un militaire qui est surpayé pour les mêmes travaux que les autres militaires. Maintenant, donc c'est ça en fait le problème. Donc moi, je me dis, si le Burkina achète des hélicos ou achète du matériel en Russie, que les Russes proposent des gens pour venir les former, le Burkina reconnaîtra que la Russie a envoyé des gens pour former les militaires, pour utiliser le matériel militaire. Tout c'est quelque chose qui est déjà qui est reconnu, connu et accepté même par l'ONU. Maintenant, si après la Russie prend son argent pour aller payer Wagner ou payer des militaires qui viennent risquer leur vie pour pouvoir et les payent plus, bon, c'est Wagner pour qui? Le Burkina te dira, moi j'ai payé l'argent à des Russes, les Russes m'ont envoyé des instructeurs. Maintenant, vous les appelez Wagner. Wagner comment? Puisque moi, je ne défends pas de l'argent pour payer des individus. Donc, du coup, cette appellation de Wagner, mercenaire, bon, moi, ça me gêne un peu. Je ne trouve pas très bien le lien. Pour moi, Wagner ou pas Wagner, ça n'a pas d'importance. C'est le résultat qu'on veut. Mais les Russes, croyez-moi, il ne viendra pas mourir pour vous, hein, pour le Burkina. Vous pensez que ce qu'on est en train de vivre là, avec plus de 1000 km de frontières qu'on est en train de vivre là, 400 Wagner, ils peuvent venir faire quoi ici? Si ce n'est que former des gens à utiliser le matériel. Vous pensez que 400 Wagner, vous prenez 60 000 VDP, contre 400 Wagner, ils vont s'en sortir? Vous pensez que les 400 Wagner vont combattre tous les 60 000 VDP? Ça n'a pas de sens. La guerre, c'est avant tout le nombre. Qu'est-ce qui fait la force des militaires? C'est quoi qui fait la force des militaires? C'est le nombre.
C'est le nombre qui fait la force d'un militaire, même un policier. Sinon, j'ai rencontré, moi il y a des policiers, moi je leur cogne un coup de poing et ils tombent. C'est les conséquences après. Quand ils vont venir à 100, 200 contre moi seul, là ça commence à changer la donne. Donc c'est pour cela, les militaires c'est un pour tous, tous pour un. C'est ça qui fait leur force. Donc je ne pense pas que le Wagner puisse venir ici remplacer 60 000 VTP, sans compter l'armée nationale. Donc pour moi ça c'est un faux débat. Un faux débat, pourtant ça préoccupe même jusqu'aux voisins. Aux pays voisins qui voient d'un mauvais œil et qui disent que le Burkina Faso a conclu déjà un accord avec les Wagner et tout et tout. Et bon, donc, est-ce que c'est vraiment un faux débat? Si, pour moi c'est un faux débat. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le savoir. Il y a la connaissance, il y a le savoir. Beaucoup de gens disent qu'ils savent, ils sont des sachants. Alors que ce n'est pas des sachants, c'est des connaisseurs. Un connaisseur est différent d'un savant. Et au Burkina, très souvent, on a des gens qui se disent savants, mais en réalité, c'est des connaisseurs. Voilà, donc du coup, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils savent? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui sait. Donc vous signez, vous précisez que c'est un faux débat, cette affaire. Pour moi, c'est un faux débat. Parce que ça dépend. Moi, je l'appelle Wagner. Moi, je ne l'appelle pas Wagner. Vous l'appelez Wagner. Puisque la définition de Wagner, c'est quoi? La définition du mercenaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est surpayé pour un travail. C'est ça. Oui, mais qui n'est pas un élément de l'armée régulière. Donc il ne vient pas forcément sous le drapeau. C'est pas ce qui est dit dans la définition du mercenaire. Le mercenaire, c'est un soldat surpayé à la solde de l'étranger, d'un gouvernement étranger, à la solde d'un gouvernement étranger ou de l'étranger. Donc même si ce sont des éléments de l'armée, et si c'est des éléments de l'armée russe qui venaient et que nous les surpayons, c'est des mercenaires. Mais est-ce que le Burkina paye ces gens-là de façon directe? Non. Si le Burkina paye les Russes, et que les Russes disent, bon, la fin du mois est arrivée, toi voici ton salaire, toi voici ton salaire. En quoi toi tu penses que c'est un mercenaire? C'est là où j'ai un problème dans la compréhension d'abord du mot mercenaire. Ça dépend de là où on se pose, quoi. On peut être dans une situation où toi tu penses que c'est un mercenaire, moi je suis dans une situation où moi je pense que ce n'est pas des mercenaires. Et chacun de nous avons raison. Qui a déjà vu le salaire d'un gars de Wagner? Vous connaissez? Moi je ne connais pas. Je n'ai jamais vu affiché. Quelqu'un qui est surpayé, qui ne fait un service que pour un objectif donné. Ça c'est l'argent qu'il cherche. Mais c'est un mercenaire. Maintenant, si vous venez travailler avec moi, moi je travaille avec ton patron c'est l'État. Je dis, bon, voilà, vous avez livré tel matériel, vous avez livré ceci, vous voulez me former, voici, tout ça, ça coûte tant, je vous paye. Maintenant, si derrière vous prenez l'argent, on vient vous donner, puis on vous dit, vous êtes un mercenaire. Ça, c'est celui qui est de l'autre côté qui regarde que vous êtes un mercenaire. Mais moi, je regarde l'État qui est en face de moi. Donc, le système, les États signent avec les Russes, mais c'est eux qui envoient d'autres personnes. Maintenant, bon, ce n'est pas l'État qui est responsable. Pas forcément, parce que est-ce que d'abord même ça arrange l'État de signer avec une organisation? Ça n'arrange pas l'État. Parce que ce n'est pas l'organisation qui fabrique les avions ou qui fabrique les armes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'État qui fabrique les armes. Donc, qui va aller signer avec une organisation alors que ce n'est pas lui qui détient les lois des armes? Est-ce que vous savez que chaque hélicoptère est immatriculé, chaque arme est immatriculée, chaque unité est immatriculée? Qui les immatricule? C'est l'État qui les immatricule. Et quand vous signez, quand vous achetez du matériel, il y a un contrat. Il y a bien un contrat entre vous et l'État en question. Ce n'est pas entre vous et une société quelconque. Non, c'est entre vous et l'État en question. Maintenant, si l'État en question dit, bon, écoutez, je viens de signer un contrat avec un pays là, mais voilà, on a besoin de former des gens, allez-y. Si après vous enlevez l'argent là-bas pour payer ces gens-là, moi je n'ai rien à cirer. Je ne sais pas qui ils sont. Pour moi, c'est l'État qui les envoie. Donc d'autres personnes vont les voir comme des mercenaires parce que c'est des agents étrangers surpayés dans la définition des mercenaires. Mais moi, je vois juste l'État qui est en face de moi avec qui j'ai signé le contrat pour qu'on me donne mon service. Maintenant, qui est mercenaire et qui est Wagner? Voilà le problème en fait. C'est une question de compréhension.
monde politique tire à sa fin avec M. Nanema. Alors nous sommes dans une situation donc avec la Russie aujourd'hui qui est devenue pratiquement le sujet central de l'actualité au plan international. Des pays ont des expériences diverses à voir avec la Russie dans le domaine de l'armement, dans le domaine de la formation. C'est vrai, pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore vu une force russe combattante dans nos effectifs, même s'il a été évoqué cette négociation. Alors la guerre, c'est vrai, il y a la livraison des armes, il y a, mais pour un pays comme le Burkina Faso qui dit qu'il est en train de diversifier ses partenaires, mais le rapprochement, le réchauffement avec Moscou c'est très bien rapproché, mais pour le moment l'ambassade est à Abidjan. Vous qui avez fait la Russie, c'est sûr que quand vous rentrez, l'ambassade russe à Ouaga avait déjà été fermée. Et l'ambassade du Burkina en Russie avait été déjà fermée. Non, quand j'étais là-bas, je suis rentré avant que l'ambassade ne soit fermée. C'est bien plus tard que l'ambassade a été fermée. Mais vous aviez une question sur laquelle je voulais revenir. Oui. C'est par rapport à les avantages d'étudier en Russie. Oui. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens posent. Les avantages d'étudier en Russie, c'est quoi? Il faut dire qu'en Russie, l'école, c'est d'abord la discipline, le présentiel, le suivi de cours, le traitement des exercices qu'on vous donne. Si tout ça c'est pas réuni, tu as beau être intelligent comment, tu passes pas. Ah ouais. Et le plus important, c'est que l'école en Russie, c'est l'oral, l'écrit et l'oral. Et le nombre de personnes par classe, on ne dépasse pas 12 par classe. Donc le présentiel est important. Tu ne peux pas feinter un coup pour venir dire que non, Non, le prof il te connaît comme du bout de doigt. Et l'examen se passe à l'oral. Comme vous et moi assis, vous me posez des questions, je vous réponds. On va vous poser des questions sur les leçons, vous allez vous défendre. Donc l'école en Russie est vraiment basée sur le savoir de ce que tu apprends, les recherches que tu fais. Et en plus de ça, il ne faut pas occulter aussi le point où il y a aussi de la philosophie dans ce que tu apprends. Parce qu'il faut savoir se lutter, se battre pour ce que tu as appris, puisque c'est à l'oral. Donc il faut te battre pour pouvoir défendre tes idées. Vous parlez de la philosophie, mais dans le domaine que vous avez étudié, si vous avez abordé la philosophie là. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'école en Russie, forcément, tu vas apprendre la philo. C'est obligatoire. Tu ne peux pas former un ingénieur en Russie sans qu'il connaisse la philo. C'est pas possible. Parce qu'aussi, on parle de... Ici, maintenant, nous sommes dans l'enseignement technique, enseignement scientifique. On a l'impression que ce qui est lié à la littérature, aux questions de l'esprit, de la métaphysique, on est en train de laisser tomber. Non. Pour du tout science. Ce qui fait l'enseignement, c'est la philo. Je lance d'ailleurs un coucou à tous les professeurs de philo. Parce que c'est la philosophie qui fait l'enseignement. Moi, je me rappelle, mon premier débat, c'était sur cette mathématique. En Russie, c'était les nombres naturels. Moi, en Russie, dans les mathématiques russes, 0 n'est pas une entière naturelle. Ah oui. Et dans les mathématiques françaises, que nous on connaît au Burkina, 0 est un entier naturel. J'ai discuté avec mon prof dès les premiers jours, quand je vous ai dit qu'effectivement, voilà, le prof, on a discuté en long et en large, et puis il me dit, écoute, tu arrêtes de discuter, c'est moi qui ai écrit le livre. Je ne me trompe pas. Maintenant, il faut aller réfléchir et tu me reviens pour m'expliquer pourquoi toi tu penses que 0 n'est pas, toi tu penses que 0 est naturel et que moi je pense que 0 n'est pas un entier naturel. C'est 3 ans après que j'ai trouvé la réponse. Ah oui? Oui, je suis d'accord que 0 n'est pas un entier naturel. Parce que 0 est un nombre. Ça c'est la philo en fait. C'est pas une compréhension mathématique simple. On nous a appris ici que les maths c'est abstrait. Les mathématiques n'ont jamais été abstraits. Ah oui? Non, jamais. Les mathématiques n'ont jamais été abstraits. Celui qui explique les mathématiques de façon abstraite ne comprend pas les mathématiques. C'est clair. Les mathématiques ne sont pas abstraites. 0 n'est pas un entier naturel. Parce que 0, c'est quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que dans la nature, ce que tu ne vois pas, il n'existe pas? Là, sur la table, je vois 2 verres et puis je vois un ordinateur. Sur cette table. Il y a autre chose que je ne vois pas. Par exemple, si vous me demandez, est-ce que vous avez un verre bleu sur la table? Allez-y me chercher le verre bleu sur la table. Mais quand je viens dans mon objectif, c'est je cherche un verre qui est bleu. Et je ne verrai pas le verre bleu. En ce moment, on dira, il y a 0 verre bleu. Mais on ne dira pas, il y a 0 verre.
puisqu'il y en a déjà 2. Donc, le nombre 0 existe en fonction de ce qu'on recherche. Donc, il est relatif. Il est relatif par rapport à vous, parce que c'est vous qui cherchez le verre bleu. Mais moi, je ne cherchais pas de verre bleu, moi, je cherchais deux verres juste pour boire. Donc, quand je regarde sur la table, je vois 2 verres. Donc, c'est naturel. Pardon, c'est pas naturel, 0. 0 est relatif. Donc, vous voyez déjà cette façon déjà de faire les choses, d'apprendre à quelqu'un à raisonner et à mettre beaucoup de choses en cause. Parce que la Russie, l'école, c'est ça. C'est mettre tout en cause. Et donc, quand tu mets tout en cause, ça te permet de réfléchir plus et de chercher les raisons. C'est pour ça que les Russes ont beaucoup de savants et beaucoup de chercheurs. Ils ont beaucoup de scientifiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils ont beaucoup de choses qu'ils mettent en cause. Et je me rappelle, un jour, on m'a envoyé le schéma, ou du moins dans notre classe, on nous a envoyé le schéma d'un avion, le système de navigation du Tupolev 204, qui était un avion qui était en fabrication à l'époque. Ils nous ont envoyé le schéma, on nous a donné 3 mois de recherche pour augmenter la fiabilité du système de navigation de l'avion. Moi, j'ai levé le doigt, j'ai demandé au professeur, mais pourquoi vous voulez qu'on améliore quelque chose qui est déjà fabriqué et qui marche? La réponse, elle est simple. Elle était très simple. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, 15 ans, ce serait toujours le même système de navigation qu'on va utiliser pour cet avion? J'ai répondu non. Donc, 10 ans commence aujourd'hui. Allez-y, faites 3 mois de recherche là-dessus, et moi je veux la réponse. La réponse ne se donne pas à la bouche, hein. C'est à l'informatique. Déjà dans les années 94, 93, tous les devoirs de recherche se faisaient sur un ordinateur. Donc tu es obligé d'apprendre la programmation, le Fortran, le basique, grand basique, le Fortran, le C, C++, et ainsi de suite, parce qu'il fallait tracer les courbes. Le prof, il ne regarde même pas ce que tu as fait, hein. Il regarde la courbe. C'est la courbe qui te dit effectivement si tu as trouvé le point culminant de l'optimal. Donc vous voyez, donc c'est vraiment une formation de recherche qui t'amène à faire beaucoup de choses après. Avec l'appui de la philosophie. Et avec l'appui de la philosophie, parce que c'est la philosophie qui t'amène à faire la mise en cause. Donc nous devons faire très attention à ce discours qui tente à dire que les matières littéraires, tout ce qui est lié à ces choses-là, ne sont plus importantes dans notre contexte. Très attention. Je prends le cas de Histoire Géo. Histoire Géo. Les gens pensent que Histoire Géo, c'est pas important. Vous avez déjà vu une guerre sans Histoire Géo? Sans histoire et géographie? Quand vous tirez le missile, c'est bien d'un point A à un point B, non? Avec des coordonnées géographiques. Donc la géographie est importante. Un professeur, on me disait que le président, il a fait la topo. Ben, un topographe, c'est quelqu'un qui fait la géographie. Donc si tu fais de l'artillerie, forcément il faut que tu fasses la géographie. Tu ne peux pas. Mais avec un compas, avec la carte même, avec une précision, il y a un compas qui va te dire exactement que le but que je tire, il va piquer d'un point A, il doit tomber à un point B, à des coordonnées temps claires. Est-ce que vous avez déjà vu un missile qu'on a envoyé sans coordonnées géographiques? Ou est-ce que là, ce qu'on est en train de parler, moi j'ai parlé de 1920, c'était de l'histoire. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va dans la vie. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le système éducatif actuel n'est pas bon. Non. C'est la manière d'enseigner qui doit être en cause. C'est la manière d'enseigner qui doit être mise en cause, qui doit être améliorée. C'est sur ces mots que nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. L'émission est terminée. Nous vous disons également, madame, monsieur, merci vous qui nous avez suivis. Nous allons donner rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Merci, monsieur Nanema. Merci. Merci.